Bonjour, la leçon d'aujourd'hui portera sur la méthodologie de la cartographie d'acteurs. Il s'agit d'une méthode issue des études sur les controverses en sciences et techniques, dite sociologie des sciences ou théorie de l'acteur réseau, développée par Madeleine Ackrich, Michel Callon et Bruno Latour. Nous allons la conjuguer avec des outils issus des méthodes de travail collaboratif comme le mind mapping ou le visual mapping. Il s'agit de comprendre comment différents acteurs s'emparent d'un problème, voient le fond émerger en tant que tel et le définissent. Se positionnent face à une innovation, par exemple, selon un échiquier de pouvoir, de ressources et d'opportunités. Il ne s'agit donc pas seulement de repérer qui sont les prescripteurs, par exemple, les concurrents ou les clients, mais bien d'identifier au long cours les opposants ou les alliés du projet, les rapports de force et de coalition qui se mettent en place, les mots-clés de ces différents acteurs et le sens donc qu'ils attribuent à leurs actions. Alors, pourquoi utiliser ces méthodes dans le cadre du design thinking? Eh bien, comme un outil stratégique pour à la fois situer le projet et se situer en tant qu'entrepreneur ou chargé de projet dans un écosystème socio-économique, politique, associatif, voire médiatique. La méthode consiste en 3 étapes. La première, il s'agit de caractériser les réseaux d'acteurs existants. C'est-à-dire qu'à partir du travail de veille, on identifie les sphères sociales, culturelles, artistiques, législatives, techniques, politiques, économiques, scientifiques, qui touchent la question posée. On va recenser les acteurs en présence dans ces sphères et caractériser leur nature et leurs relations. Dans l'espace, à travers les dynamiques sociales, donc une cartographie, et dans le temps, à travers une chronologie. Alors pour prendre un exemple, si vous vouliez étudier les systèmes urbains de l'eau, différents acteurs publics de la gestion de l'eau, entreprises, cadres législatifs, lobbies politiques, écologistes par exemple, acteurs scientifiques, ceux qui réfléchissent à la place et les usages de l'eau, ou encore artistes et usagers de loisirs pourraient intervenir sur la question posée. Donc dans tout projet, on va être amené à travailler avec des personnes et ou des groupes constitués en amont du projet ou en constitution pour le projet. Donc, il s'agit ici de dresser une photo générale des forces en présence avec une dimension que l'on pourrait qualifier quasi d'archéologique pour connaître l'histoire, mieux comprendre le présent et envisager l'avenir. La deuxième étape, c'est d'identifier les acteurs existants et potentiels. On va dresser un inventaire le plus exhaustif possible. Pour chaque acteur, individuel ou groupe, on renseigne le qui, selon 7 critères. Nature, nombre, représentativité, historique, argument, ressources et objectifs. Alors la nature, associative, lobby, groupe non organisé, fonction, statut. Le nombre, combien sont-ils? Ensuite, la représentativité. Alors, il s'agit d'utiliser ce terme non pas au sens sociologique d'un échantillon représentatif, mais de la question « qui représente-t-il ? Au nom de qui parle-t-il ? Ou prétend-il parler ?» C'est la notion de porte-parole chez Bruno Latour et Michel Callon. Ensuite, l'historique. Depuis quand sont-ils dans cette sphère? Interviennent-ils sur la scène du projet? Depuis quand se sont-ils saisis de cette question? Pour quelles raisons se sont-ils mobilisés? À quel moment peut-être d'un événement particulier? Ensuite, leurs arguments, c'est-à-dire quel point de vue défendent-ils, selon quelle terminologie, quels mots-clés. Ensuite, les ressources. Alors, les ressources de toute nature, de quelles ressources disposent-ils? Est-ce qu'elles sont financières, matérielles, patrimoniales, des ressources d'ordre social, par exemple avoir un réseau, de l'entre-gens, ou encore des ressources symboliques, de pouvoir, de place historique, d'influence, de capital symbolique, ou encore, bien sûr, humaines, leur nombre, leur force de travail, leur prise avec les usages. Et enfin, leurs objectifs. Quels objectifs poursuivent-ils en propre par rapport aux problèmes posés? Donc, comment va-t-on collecter toutes ces informations? Eh bien, nous avons à notre disposition des sources très variées, des articles scientifiques, de la documentation sur les sites locaux, ce qu'on peut appeler aussi de la littérature grise, produite par les acteurs eux-mêmes,
les chambres de commerce et d'industrie aussi, par exemple, les données socio-démographiques, par exemple produites par l'INSEE, les rapports officiels et vos propres enquêtes ethnographiques ou entretiens. Étape 3, cartographier maintenant. Donc on va schématiser ces positionnements d'acteurs dans un réseau afin de situer, visualiser les relations entre les acteurs et leurs évolutions au fil du projet. Le but est de mesurer, prévenir et jouer sur les impacts des jeux d'acteurs pour pouvoir mener à bien le projet. Différentes typologies de tri possibles par sphère d'action, par sphère de légitimité, par sphère de valeur, par type de relation entretenue ou encore par argument. Comment va-t-on s'y prendre ? Sous forme de cartes interactives, cartes conceptuelles, schémas et tableaux. Réalisés par exemple avec des logiciels de mind mapping et de visual mapping comme FreeMind ou XMind. Ce sont des logiciels gratuits. Vous pouvez par exemple consulter le site des controverses sur le site de Sciences Po Paris qui nous donne des exemples intéressants de travaux d'étudiants ayant utilisé ces méthodes. Attention, il ne faut pas vouloir tout mettre sur une seule carte. Elle en devient souvent illisible. Il faut hiérarchiser les informations selon ce que l'on cherche à comprendre et à montrer. Il vaudra souvent mieux corréler différentes cartes qui auront été triées selon des typologies différentes, comme énoncé juste avant. Pour conclure, la cartographie d'acteurs doit demeurer vraiment un outil dynamique. On ne veut pas rigidifier une vision d'un écosystème, mais au contraire avoir un outil de suivi, des dynamiques de recomposition des forces en présence et un outil de construction d'un réseau d'acteurs spécifiques tout au long du projet, sur lequel nous allons pouvoir nous appuyer. Le but, c'est de voir évoluer un écosystème vivant pour s'y situer et pouvoir y agir, et être vraiment en capacité d'agilité telle que l'exige la démarche de design thinking.